Bonjour à tous, hein, merci d'être présents du coup pour ce dernier midi de l'imaginaire 2023. On est très content aujourd'hui d'accueillir Thomas Lavacherie pour conclure un peu notre cycle, voilà, qui était consacré à la littérature d'aventure, mais dans le très large sens du terme, mais en même temps la littérature d'aventure c'est très large. Du coup on est très content d'accueillir non pas un chercheur, mais un auteur, hein, qui se revendique de cette littérature. Et donc je vais très rapidement te présenter Thomas. Donc tu écris maintenant, tu es auteur à temps plein, on va dire depuis une vingtaine d'années maintenant. Tu as commencé ta carrière comme documentariste et BDiste, mais tu t'es très vite tourné vers la littérature, et essentiellement la littérature à destination de la jeunesse et la littérature d'aventure et ou de fantasy. Ça constitue l'essentiel de ton travail. Tu écris pour toutes les tranches d'âge de la jeunesse, donc les tout petits, notamment avec des albums jeunesse comme la série des Jojo de la jungle. Tu écris aussi des romans première lecture, on va dire, avec par exemple la série des Thor, qui compte 5 titres pour l'instant. Et puis le plus gros de ton œuvre, c'est quand même ces romans que tu publies dans la collection Medium de l'École des loisirs. Évidemment la série Björn le Morphir, qui t'a fait connaître au début et qui compte aujourd'hui 8 tomes, qui est un peu voilà, ton grand succès, mais pas que, puisque tu as écrit d'autres romans comme Ramulf, Rumeur, Le voyage de Fulmire, et le tout dernier qui pour le coup est un vrai roman d'aventure 100%, puisque c'est un hommage, réécriture de Robinson Crusoe et de Daniel Defoe, qui s'appelle Henri dans l'île, qui est paru l'année passée, si je ne me trompe pas, ou cette année même, début de cette année. De cette année, ouais, c'est ça. Voilà. Tu t'essayes aussi depuis quelques années à la littérature pour adultes, alors purement pour adultes, avec 2 romans, Le Cercle paru en 2021 et Le Netsuke qui est paru en 2022, tous les deux aux éditions Esperluette, une excellente maison d'édition belge. Voilà, tu es très reconnu, hein, dans ton milieu, tu as reçu de nombreux prix et tu as été notamment nommé pour les prestigieux prix, comme le prix commémoratif Astrid Lindgren et le prix Hans Christian Andersen, qui est un peu les Nobel littérature de la jeunesse. Tu les as pas encore eus, mais tu as été nommé, c'est déjà pas mal, hein. C'est ça pour la suite. Enfin, voilà, donc une œuvre importante. Et aujourd'hui, et c'est un peu, et je ne sais pas où tu as mis ton livre, parce que je voulais le montrer. Il est là-bas. Voilà, parce que c'est un peu à l'origine de cette invitation, et en tout cas du fait que tu aies accepté cette invitation. C'est ce livre qui va sortir tout début de l'année prochaine, qui s'appelle L'artisanat du roman. Et donc c'est un manuel d'écriture qui sortira toujours à l'école des loisirs, je crois que c'est genre le 3 ou le 4 janvier, donc c'est vraiment tout début d'année, le 6 janvier, voilà. Et là-dedans, c'est un livre qui va mêler, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est ce que tu m'en as dit, qui va mêler des exercices pratiques, de la théorie, mais aussi une réflexion, parce que tu es auteur-illustrateur toi-même, une réflexion aussi en tant qu'artisan du roman et de la littérature, et comme grand lecteur aussi. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler du lien entre illustration et roman, comment illustrer un roman, des choses que tu fais toi depuis de très nombreuses années, illustrer tes romans. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Je te remercie de ta présence, je remercie évidemment le Théâtre de Liège et je remercie l'Université de Liège pour la captation aujourd'hui. Voilà, bonne écoute à tous. Alors, je suis là en tant qu'auteur, hein. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'histoire de l'illustration du roman. C'est vraiment, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous faire part de mon expérience et de mes réflexions personnelles sur ce domaine singulier, l'illustration de romans. C'est vraiment une discipline en soi, on le verra. Illustrer un roman, c'est par exemple un travail très différent que celui d'illustrer un album ou d'illustrer une bande dessinée. Le fait d'être illustrateur d'album ou auteur de BD, chose que je fais ou que j'ai faite dans ma vie, ça ne vous prépare pas complètement ça vous aide un peu évidemment, c'est mieux de savoir dessiner que de ne pas savoir dessiner, mais ça ne vous prépare pas complètement à cette autre discipline représentée par l'illustration de romans. Alors, avant d'aller plus loin, je vous parle un petit peu de mon parcours de lecteur parce que ça a eu de l'importance. J'ai été d'abord et avant tout un lecteur passionné de bande dessinée. Je lisais assez peu de romans pour mon propre plaisir. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup dire quand je vais dans les classes, parce qu'un auteur jeunesse va beaucoup dans les classes rencontrer les élèves pour parler de ses livres, et je leur dis souvent, à votre âge, si je suis face à des
8, 9, 10 ans, je lisais pas de romans, ou alors de temps en temps parce qu'on me forçait à les lire à l'école, parce que pour moi c'était la BD. Alors c'était pas les mangas qu'ils lisent aujourd'hui, il y en avait pas, il devait y en avoir déjà au Japon, mais chez nous c'était la grande bande dessinée franco-belge, Hergé, Franquin, Maurice, etc. Et quand d'aventure je prenais un roman entre les mains, c'était soit qu'on m'y forçait, l'école, soit souvent dans la bibliothèque de mes parents, qui était assez riche, parce que c'était des romans illustrés. Ça, c'était vraiment une chose qui pouvait me faire aller vers un roman. Et donc, on peut dire que j'étais un enfant et un adolescent de l'image. C'est quelque chose qui m'étonne un petit peu aujourd'hui, parce que je me vois, je me présente plus volontiers comme avant tout un écrivain, mais en tout cas, jeune, c'était l'image qui comptait. Alors, dans la bibliothèque de mes parents, qui était assez riche, il y avait pas mal de romans anciens, 19e, merveilleusement illustrés. Il y avait les Jules Verne, je ne vous montre pas une image de Jules Verne tout de suite parce que je vais en montrer beaucoup tout à l'heure, mais il y avait par exemple Le Dernier des Mohicans, illustré, très bien illustré, il était complètement démantibulé, mais ça me fascinait beaucoup. Il y avait les Jules Verne, je l'ai dit. Alors il y a un auteur dont on avait plusieurs livres et qui m'a énormément marqué, c'est Gus Boffa. C'est un illustrateur, alors lui plus tardif, hein, c'est plutôt quelqu'un qui travaillait dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, un petit peu après. Et c'est quelqu'un qui reste très important aujourd'hui et qui a marqué des dessinateurs de bande dessinée contemporains. Je pense à Christian Blin, par exemple, et à Jacques Tardy. Ça, c'est une illustration du père Barbançon, un roman paru en 1948 et qui est un roman de Pierre Macorlan, auteur pour lequel j'ai une admiration éperdue. Peut-être qu'un de mes romans d'aventure, de piraterie préférés, en tout cas mon préféré écrit en français, c'est L'Encre de Miséricorde, que je vous conseille vivement, roman donc de Pierre Macorlan. Autre auteur, illustrateur, dessinateur, graveur qui m'a marqué et qui lui est beaucoup moins connu, c'est un certain Jacques Boulaire, qui a été peintre officiel de la marine française. On avait quelques ouvrages à la maison et pour des raisons très importantes, très claires dans l'aventure familiale, c'est que c'est quelqu'un qui avait été en relation avec mon grand-père. Mon grand-père, Henri Lavacherie, conservateur de musée, explorateur, passionné fou des arts qu'on appelait primitifs à son époque, plutôt les arts premiers aujourd'hui. Et ce Jacques Boulaire avait été en Polynésie, beaucoup dessiné la Polynésie, et il avait illustré Taipi, hein, le premier roman d'Herman Melville, romancier pour lequel évidemment j'ai aussi une admiration éperdue. Donc mon grand-père étant en relation avec ce Jacques Boulaire, eh bien on avait des œuvres illustrées par lui. Cette gravure-là, on l'a d'ailleurs encadrée à la maison. Voilà une œuvre d'un style un petit peu différent, très marqué, années 30. Donc voilà, un petit peu les illustrateurs que j'avais sous les yeux. Alors, un mot sur mon parcours académique, professionnel jusqu'au roman. Ça va être très rapide, n'ayez pas peur. Mais juste pour vous dire que, passionné de lecture de bande dessinée, ben assez vite j'ai voulu en faire mon métier. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été à l'académie, je n'ai pas été à Saint-Luc, mais j'ai eu la chance de pouvoir suivre un apprentissage auprès de dessinateurs professionnels qui habitaient près de chez moi et qui ont eu la gentillesse de me recevoir régulièrement pour me donner des conseils, me faire des critiques sur mes planches que je leur amenais. Le premier, c'était un Breton, Albert Blesto, chez qui j'avais sonné parce qu'à l'époque, j'avais 12-13 ans, je cherchais à acheter des bandes dessinées pour les revendre sur les brocantes. Je sonne chez lui et il me dit de monter. Il avait préparé une pile de bandes dessinées et j'ai vu par une porte entrouverte une table à dessin avec une planche de dessin. Je lui ai demandé s'il était dessinateur. Effectivement, il travaillait pour le journal Spirou. Il a aussi dessiné un Benoît Bricefer, un personnage de Peyo. Donc c'était un scénario de Peyo et il a dessiné cet album qui s'appelle Le Fétiche. Pour l'anecdote, parce que c'est un peu rigolo et on n'est pas tout à fait dans le sujet, mais
J'aime bien raconter ça. L'un des premiers conseils qu'il m'a donné concerne la manière dont je dessinais un personnage, et c'est toujours le cas d'ailleurs, un personnage qui court, une voiture qui roule, un avion qui vole. J'ai tendance à faire quelque chose qui constitue une erreur en bande dessinée. Alors voilà, j'ai fait un petit croquis spécialement pour vous aujourd'hui. Alors ce n'est pas le dessin en lui-même qui doit retenir votre attention, mais plutôt la flèche, parce que quelqu'un dans le public a une idée de ce qui pourrait constituer une erreur par rapport à ce petit dessin si je le mettais dans une case de BD. Exactement, le sens, et pourquoi ? Oui, voilà, c'est déjà une très bonne partie de la réponse et on peut encore aller un peu plus loin. Donc, on parle du sens, il faut aller de gauche à droite, mais pourquoi faudrait-il aller de gauche à droite ? Parce que le sens de la lecture est celui-là, et parce que l'impression de mouvement est plus grande quand on suit le sens de la lecture. Inversement, si d'aventure, dans un dessin, on a envie de montrer un personnage qui a du mal à courir, on va peut-être le faire courir dans ce sens-là, parce que ça va donner une impression pas voulue. Mais en tout cas, si vous regardez un album d'Hergé, par exemple, qui est un peu notre père à tous et que je considère vraiment comme le génie de la bande dessinée franco-belge, eh bien, vous ne le prendrez jamais en défaut. Les avions, quand ils volent dans un album de Tintin, les locomotives qui vont à fond de train, c'est toujours de gauche à droite. Je viens de la gare du Midi, il y a un énorme agrandissement d'une case de Tintin au pays des Soviets, où Tintin est accroché à une locomotive. Bien, cette locomotive va de gauche à droite et l'impression de mouvement est plus grande. Ça c'était de l'anecdote, chose qui peut sembler amusante, je ne sais pas si elle l'est, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée plus sérieusement, c'est-à-dire à faire paraître des petites histoires dans le journal Tintin, j'avais 17-18 ans, je n'avais même pas terminé le secondaire, que je n'ai d'ailleurs jamais terminé, mais enfin ça c'est une autre question. J'ai aussi fait d'autres choses en bande dessinée, très jeune. Ma plus grande fierté, c'est sans doute l'adaptation en bande dessinée de Téléchat, la série animée créée par Roland Topor et Henri Onneux. Et donc j'étais parti pour une carrière de dessinateur de bande dessinée, sauf qu'à ce moment-là, j'ai commencé à lire des romans pour mon plaisir. Avec Ilu, sans Ilu, peu importe. C'est devenu une passion tout à fait dévorante. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est là que naît ma vocation, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, mon envie de devenir romancier, elle naît à ce moment-là, et la bande dessinée passe au second plan. Alors, j'avais suivi un apprentissage auprès d'Albert Blesto, auprès de Daniel Cox aussi, que j'en profite pour le saluer, l'auteur de l'Agent 212, qui, une fois qu'Albert Blesto est rentré en Bretagne, a eu la gentillesse de me recevoir aussi assez régulièrement pour poursuivre cet apprentissage. Donc si j'avais suivi une forme d'apprentissage de la bande dessinée, en roman, j'avais suivi aucun cours, évidemment. Et les premiers textes que j'ai pu écrire m'ont révélé que j'adorais ça, que j'avais de l'imagination, mais aussi que j'étais tout à fait incapable de produire un texte publiable. Et donc je me suis dit que j'apprendrais ce métier, je ne savais pas très bien comment. On ne parlait pas à l'époque d'école de roman, il n'y avait pas de cours dans les universités, ça commence timidement aujourd'hui en France, en Belgique il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, un auteur apprend sur le tas et je ne savais pas très bien comment je m'y prendrais, mais en tout cas j'ai laissé tomber la BD, j'ai fait d'autres choses, des études d'histoire de l'art en allant sur les pas de mon grand-père. J'ai travaillé aussi un petit peu dans le cinéma où j'étais lecteur de scénario, j'ai fait du documentaire et j'ai écrit mon premier roman en 2003, c'est-à-dire à 37 ans, donc là je fais un grand saut dans le temps, et ce premier roman, on en a parlé, c'est Björn le Morphir. Alors c'est un livre qui est né d'une histoire orale inventée pour mon fils aîné, Jean, qui, quand il était petit, me demandait de lui raconter des histoires, de lui en inventer. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand il est devenu un peu plus grand, il m'a fait des petites commandes. Et c'est comme ça qu'un jour, il m'a demandé une histoire avec des dragons, des trolls et des elfes. Et j'ai inventé Björn le Morphir. Et quand je me suis senti prêt, et l'apprentissage
que j'ai pu avoir dans le cinéma m'a beaucoup aidé à ça. Quand je me suis senti prêt à écrire mon premier roman, eh bien, j'ai été, peut-être un peu timidement, j'en sais rien, puisé parmi ma réserve d'histoire. Et c'est comme ça que Björn le Morfir est né. C'était une histoire de viking, c'était ma préférée, sa préférée aussi, et voilà. Et donc, j'ai été, ça a été une grande chance, accepté à l'École des loisirs, parce que ça vous le savez peut-être, mais c'est une maison d'édition vraiment très, très reconnue, très importante. Et dans le manuscrit que j'ai envoyé à l'École des loisirs, il y avait quelques illustrations timides. Voici un exemple, c'est une épée, il y avait quelques petites choses, et elles n'ont pas été retenues par mon éditrice. La collection Médium de l'École des loisirs n'est pas illustrée, ne l'était certainement pas à l'époque, et je dois dire que quand je suis arrivé sur le terrain, si je puis dire, eh bien, c'est pas qu'il n'y avait plus de romans illustrés pour la jeunesse, pour les adultes, mais enfin, c'était une période quand même où on illustrait beaucoup moins qu'au 19e, qu'au début du 20e siècle. Il y avait des exceptions. Je pense par exemple à Toby Loneless, qui était publié très peu de temps après la sortie de Björn le Morfir en 2006. Un livre à grand succès écrit par Timothée de Fontbelle que François Place a illustré. Mais alors c'est intéressant parce que François, que je connais bien, a été recruté pour faire la couverture, et c'est sa passion pour le livre qui l'a amené à proposer lui-même d'illustrer. Ça a été accepté par Gallimard, donc ça n'avait rien d'automatique, et je le répète, on était dans une période où l'illustration de romans pour la jeunesse, pour les adultes encore plus, était moins à la mode qu'avant. Je pense qu'il y avait derrière ça, alors je n'ai pas fait d'études sérieuses sur la question, mais enfin, ce que j'ai pu entendre à l'époque, c'était cette idée que, à partir du moment où on sait lire, à partir du moment où un adolescent peut lire un roman tout seul, eh bien, il n'a plus besoin de cette béquille représentée par l'illustration. Je me souviens d'un échange dans une classe. J'avais été parler de Björn le Morfir. Un élève de la classe, un garçon, savait que je dessinais. Il m'avait dit « Oh, c'est dommage qu'il n'y a pas d'illustration ». Et l'enseignante lui avait répondu du tac au tac « Mais tu sais lire, tu n'as pas besoin d'illustration ». Comme si, vraiment, c'était une forme de faiblesse du lecteur que d'avoir besoin d'illustrations. Évidemment, les illustrations, c'est tout autre chose, c'est un plus, ça apporte quelque chose, ça doit apporter quelque chose sur le plan esthétique, on va en discuter, enfin, je vais en parler, ça aide l'imagination, si on veut, ça la stimule, ça l'agite. Dans le cas de certains lecteurs, d'ailleurs, qui peuvent avoir un problème à se représenter, à faire des images. Ça existe, il y a des lecteurs qui... On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens, quand ils lisent un roman, eh bien, les images leur arrivent très facilement. D'autres pour qui c'est plus difficile. Je me souviens que par rapport à un roman publié en 2019, Rumeur, c'est un roman amazonien, c'est un roman d'aventure qui se passe en Amazonie, eh bien une dame était venue me trouver dans un salon du livre, une femme tout à fait adulte, me disant qu'elle avait toujours eu ce petit handicap, difficulté en tant que lectrice de roman de se faire des images mentales. Et elle me disait, ben voilà, votre roman qui est illustré, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Ben, si ça peut jouer ce rôle, franchement, où est le problème? Alors, quand je vous ai montré tout à l'heure la couverture de Björn le Morfir, ben, j'ai triché pour ménager mes effets, parce qu'en fait, celle que je vous ai montrée n'était pas la couverture de la première édition. La première édition, la voici, et c'est une couverture problématique, manquée de mon point de vue. Alors, c'est pas qu'elle est manquée sur le plan esthétique, personnellement, je ne suis pas fan de cette image, mais là, on est dans la subjectivité. Non, il y a un problème beaucoup plus grave, c'est que le personnage représenté sur cette couverture n'a strictement rien à voir avec le contenu. Celui qui a fait cette couverture n'avait pas lu le livre, il a dû le feuilleter rapidement, il est tombé sur le mot troll et il a produit cette image avec cet avorton
en couverture, qui n'a rien à voir avec le personnage principal, qui est un jeune viking, un humain, comme vous et moi. Et quand je dis qu'elle est problématique, c'est parce que pendant des années et des années, 6 ou 7 ans, quand j'allais dans les classes, je le répète, c'est vraiment quelque chose que les auteurs jeunesse font souvent, eh bien j'avais une question systématique. C'est une question que j'ai entendue 1000 fois. Qui est ce personnage sur la couverture? Et chaque fois je répondais, je n'en sais rien. Plus grave encore, il arrivait que certains élèves me disent, ah ben moi j'ai commencé la lecture en pensant que Björn ressemblait à ce petit bonhomme, et les lecteurs devaient retomber sur leurs pattes après quelques pages, quelques chapitres, que sais-je. Donc vraiment problématique, si bien qu'en 2010, arguant de ce problème auprès de mon éditrice, je lui ai demandé si on pouvait refaire la couverture, et c'est comme ça qu'une seconde couverture a été faite. Ça, c'est la 2e édition. La couverture que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est encore une 3e ou 4e édition. Couverture qui est due à mon ami et complice liégeois d'origine d'ailleurs, Denis Roussel, et c'est une couverture qui est juste par rapport au contenu. Et alors, peut-être stimulé par François Place et Toby Loneless, je n'en sais rien, mais j'ai profité de l'occasion de cette réédition pour demander à mon éditrice si je pouvais illustrer. Franchement, je n'y croyais pas trop, mais elle a accepté, et c'est comme ça que j'ai entamé j'allais dire cette carrière, c'est un peu exagéré, parce que ça fait partie de l'ensemble de ma carrière, mais enfin, j'ai commencé à illustrer mes romans, et voilà quelques-unes des illustrations de cette réédition de Björn le Morfir. C'est une histoire, Björn le Morfir, qui se passe donc dans une Scandinavie imaginaire, et une famille est attaquée par une neige qui n'est pas une neige naturelle, qui est une neige maléfique. Voilà le père de mon héros, Björn, qui rentre à la maison avec des flocons maléfiques, démoniaques. Alors après, ils arrivent à se sortir de cette maison par le bas en entrant dans une galerie de trolls. Il y a tout un voyage souterrain. Donc vous voyez les héros ici dans une galerie souterraine où il y a un fleuve, et il y a la rencontre un peu magique d'un beluga. On voit bien que ces illustrations sont très marquées, influencées par la gravure du XIXe siècle, par ces illustrations qui m'avaient marqué enfant quand j'allais chercher ces vieux livres dans la bibliothèque de mes parents. C'est du fantastique, donc vous avez ici un dragon, ça c'est le frère de Björn. Pour l'anecdote, c'est un dessin que j'ai failli déchirer. Il arrive parfois, quand on termine un dessin, qu'on soit très content et puis le lendemain, on ne l'aime plus, mais l'inverse peut être vrai aussi. On peut terminer un dessin et se dire « Ah ben celui-là, il ne me plaît pas trop ». Et bon, il faut vraiment, ça c'est l'expérience qui nous le dit, ne pas se débarrasser du dessin tout de suite, parce que parfois, on se trompe, il faut un peu de recul pour pouvoir vraiment bien juger un dessin, comme un texte d'ailleurs. Et donc là, je ne regrette pas de ne pas l'avoir déchiré, parce que finalement, à l'arrivée, c'est un de mes préférés. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur la question du travail, de l'illustration. Une première question qui peut paraître secondaire, mais enfin, on me la pose souvent, donc j'y réponds, c'est celle de savoir quand est-ce qu'on fait ce travail d'illustration. Quand je crée un album pour les enfants, l'invention du texte et de l'image, ça se fait véritablement en même temps. Dans un album pour les enfants, le texte et l'image racontent tous les deux. Et donc, je n'imagine pas, en tout cas moi, d'inventer séparément. Ça, c'était encore une image de Björn, mais voici une page d'un storyboard. Alors je fais des storyboards assez poussés qui sont véritablement comme de petits livres. J'en ai amené un ici. Voilà. Donc vous avez ici un album dans sa version au brouillon, si vous voulez, et vous avez le texte et l'image. Je fais les choses d'une manière assez poussée pour arriver chez mon éditrice avec comme un petit livre qui est vraiment la préfiguration de ce que sera le livre terminé, mais c'est là que j'invente. Donc ça, c'est vraiment
le carnet de travail, et donc les choses se font en même temps. Le cas du roman est tout à fait différent. Là, j'écris mon texte sans penser une seconde aux illustrations qui viendront plus tard. Les images mentales qui affluent quand j'écris ne préfigurent pas tellement, franchement pas tellement, les dessins que je ferai plus tard. Je prends vraiment mes crayons et mes pinceaux une fois que le livre est terminé, approuvé, revu, corrigé. Ça ne se passe qu'après. Alors évidemment, dans le cas de Björn de Morfir, c'était bien après, puisque mon éditrice a accepté que je l'illustre en 2010, alors que le livre était paru en 2004 et que je l'avais même écrit plutôt en 2002-2003. Mais de manière générale, il se passe toujours des semaines entre le moment où je termine mon manuscrit et le moment où j'illustre. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. Parfois, c'est des siècles. Si je sors un peu de mon expérience personnelle, parmi les tout grands illustrateurs de romans, on peut penser à Gustave Doré, qui a illustré Dante, Villon, etc. On peut dire que ça se passait après l'écriture du texte. Alors, il y a une exception en ce qui me concerne, c'est celle des cartes. Là, la carte, dans une première version en tout cas, je la dessine avant de commencer à écrire, je la complète pendant que j'écris, mais ce sont des documents de travail. Ça me sert à me repérer dans mon univers imaginaire, ça me sert à calculer les distances entre telle ville et telle ville, ils ont mis 3 jours à cheval, eh bien je prends ma latte et je vois que la distance est double, ça va mettre plus ou moins 6 jours de cheval, je sais toujours où est le soleil. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'utilitaire. Ça, c'est la carte d'un roman qui s'appelle Le voyage de Fulmire. C'est aussi un roman pour la jeunesse dans la collection médium de l'école des loisirs, et c'est un roman qui appartient au genre de l'heroic fantasy. Si je décide que cette carte va figurer, et c'est souvent le cas dans les romans d'aventure et les romans de fantasy, dans mon livre terminé, alors je la refais, je la redessine au propre pour le lecteur. Alors ça, c'était la question du quand. Il y a celle, évidemment, plus intéressante, plus fondamentale, du comment. Et là, ma réflexion sur le sujet a commencé, s'est déclarée, je dirais, dans les années 80. Un jour, cette lointaine époque, on a annoncé la parution du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, illustré par Tardi. Alors, Céline, on sait tous que c'est un personnage pour le moins contestable, abject comme personne, mais bon, il a écrit des chefs-d'œuvre. J'ai passé quelques semaines, quelques mois avec Le Voyage au bout de la nuit dans la poche. C'était vraiment une de mes premières lectures éblouissantes. Et Tardi, je l'admirais, et je l'admire toujours d'ailleurs énormément. Donc la rencontre de ces deux œuvres, eh bien, ça m'excitait beaucoup. Et je me revois courant à la librairie acheter le volume Le Voyage au bout de la nuit, illustré par Céline. Alors d'abord, j'ai été un peu sidéré par la hiérarchie des noms, Tardi, comme ça en grand au-dessus, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Cette hiérarchie des noms a été rétablie par la suite. Comment est-ce que chez Gallimard, Futuropolis, on n'a pas fait la remarque à Tardi que c'était peut-être pas une bonne idée de se mettre avant l'auteur du livre, mais ça, c'est du détail. La chose la plus importante, c'est que contre toute attente, j'ai été déçu par les illustrations, qui étaient très belles. Tardi, c'est vraiment quelqu'un de très doué. Il est, à mon avis, pas capable de faire quelque chose de moche. Donc la question, elle n'était pas là. Et voilà une page du voyage illustré par Tardi. Et c'est vraiment, en y repensant à tête reposée, parce que je le répète, je ne comprenais pas bien ce qui m'embêtait, que je me suis rendu compte que les illustrations
prenait trop de place. Alors, prenait trop de place, pas physiquement, ici on a un exemple de page où effectivement les illustrations prennent trop de place, mais c'est autre chose, c'est plutôt la nature des illustrations, c'est plutôt que je ressentais ça comme un empiètement sur mon imagination. Quand nous lisons, nous nous forgeons, c'est très important, des images mentales, et si on les analyse, j'ai beaucoup discuté de ça avec d'autres gens, avec d'autres lecteurs. Ce sont des images qui sont très séduisantes, mais qui en même temps ont un caractère de flou qui est proche au fond des images des rêves. C'est pour ça que moi, souvent, je trouve que ça s'apparente assez bien aux images de nos rêves. Or, les dessins de bande dessinée, et Tardy, c'est avant tout un BDaste, bien avant d'être un illustrateur, elles ont un côté trop descriptif, de mon point de vue en tout cas, trop envahissant. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai interprété ma déception. Je suis allé du coup revoir les vieux livres qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, les vieilles illustrations des Jules Verne, et comme à chaque fois, ce sont des illustrations qui m'ont transporté. Et bon, j'ai regardé ces images, je les ai un petit peu analysées, je me suis rendu compte que ce sont des images où il y a souvent beaucoup d'ombre, il y a énormément de traits, parfois enchevêtrés, on ne sait pas toujours très bien tout identifier. Regardez, ça c'est un gros plan d'une image de 20 000 lieues sous les mers, c'est presque de l'abstraction. Alors bon, voilà, ici on interprète mieux, ce sont des créatures marines, mais enfin on ne voit pas tout à fait de quoi il s'agit. Souvent les personnages sont des silhouettes dans l'ombre. Là c'est 5 semaines en ballon, vous voyez un éléphant qui tire une montgolfière, les personnages dans la montgolfière ne sont que des silhouettes. Souvent vous avez des immenses décors, des personnages tout petits perdus dans d'immenses décors. Voilà, par exemple, ça c'est évidemment le voyage au centre de la Terre, magnifique, inoubliable illustration. Même quand on a des portraits, regardez celui-là, on a comme une espèce de voile sombre, c'est très différent d'une illustration de bande dessinée. Il y a comme une espèce de distance. Encore une fois, pour moi, on en a quelque chose qui est plus dans l'évocation, dans la suggestion. Et donc, au lieu de cadenasser l'imaginaire, et ça c'est une expression que je reprends à Albert Mingelgrün, essayiste, professeur à l'ULB, qui avait écrit un article à la sortie du Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy. Ça s'appelle Céline Tardy, de la fiction narrative à la fiction dessinée. Si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai les références. Donc il avait, Mingelgrün, ressenti quelque chose qui correspond à ce que moi j'avais ressenti en tant que jeune lecteur, cadenasser l'imaginaire plutôt que de le stimuler, comme c'est le cas avec les images des illustrateurs de Jules Verne. Alors dans quelle mesure ces illustrateurs, Édouard Rioux par exemple, Alphonse de Neuville, que voici, Jules Ferrat, Léon Bennett, dans quelle mesure tous ces merveilleux illustrateurs ont intellectualisé leur réussite, ça je ne sais pas, il faudrait faire des recherches. Est-ce que ça a été théorisé? En tout cas ce monde graphique est tout à fait approprié pour l'illustration de romans. Il y a une chose à laquelle je pensais tout à l'heure dans le train, et à laquelle je n'ai sans doute pas suffisamment réfléchi jusqu'ici, c'est que il y a aussi le passage à la gravure. Les illustrateurs que vous voyez là, comme Léon Bennett, ils produisaient des dessins à la mine de plomb, que sais-je, et puis c'était transposé en gravure par d'autres artistes, et cette transposition a dû aussi jouer dans le langage graphique très particulier qu'ont créé ces grands illustrateurs. Alors quand je me suis attelé à l'illustration de Björn Le Morfir, à la faveur de cette nouvelle édition de 2010, eh bien, je me suis vraiment mis dans le sillage de ces illustrateurs que j'appelle oniriques. Je me suis inspiré d'eux et aussi de certains autres, dont je reviens à lui parce que je l'adore, l'irremplaçable Gus Boffa, illustrateur de plein d'auteurs, Macorlan j'ai cité, mais aussi Edgar Poux, Villon, etc. Il a illustré beaucoup de livres pour adultes à une époque entre les deux guerres où c'était vraiment la mode des tirages limités, numérotés. Il vivait beaucoup de ça
Gus Boffa. Et puis à un moment donné, ça n'a plus marché, ces trucs-là, et je pense que ça a eu un impact sur sa vie, parce que d'après ce que je sais, il n'a pas terminé sa vie dans des conditions si bonnes que ça. Alors donc, il y a eu ces premiers dessins, ces premières illustrations pour moi de Björn Morfir, et puis depuis lors, j'ai encore réfléchi, développer ma pratique et mes réflexions. Lorsque j'illustrais Björn Le Morfir, je dessinais classiquement et exclusivement des scènes du livre et des portraits. Voilà le portrait de Björn Le Morfir qui figure dans cette réédition. Aujourd'hui, je fais un peu plus de choses que ça. Dans mes romans de la collection Médium, souvent, je cherche aussi, ou même avant tout, à planter un décor, à susciter un climat, à créer des ambiances. Et c'est comme ça que, par exemple, il y a des illustrations. Ça, c'est une illustration qui est dans mon roman Rumeur, que j'ai déjà cité, un roman qui se passe dans l'Amazonie du 19e siècle, sur le thème de la rumeur nocive qui change et en partie détruit la vie d'un individu. Vous voyez cette image, par exemple, elle n'illustre rien du texte. Il n'y a pas dans le texte un moment où on parle d'un dauphin d'eau douce dans un fleuve de l'Amazonie. Non, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup. Enfin, c'est une même des règles fondamentales pour les illustrateurs d'albums pour enfants. On sait très bien que le dessin ne doit pas se contenter de servilement illustrer le texte. Non, il faut des tas de choses en plus, un dialogue entre texte et image. Je me suis dit à un moment donné que dans le roman, ça pourrait être intéressant aussi. Rumeur contient un cahier central avec des images de forêt. Sans personnage, le plus souvent, il peut y avoir un petit jaguar ici ou là. Certaines images sont parfois, si vous mettiez une loupe sur ces images, c'est presque de l'abstraction. Voilà, c'est vraiment l'idée d'installer, grâce à ces illustrations, un climat. Je vous les montre ici en noir et blanc. Elles sont en couleur dans le roman, mais je vais tout de suite vous montrer d'autres illustrations d'un autre cahier couleur qui est celui du dernier roman que j'ai publié et qu'on a mentionné tout à l'heure, Henri dans l'île. Voilà, ce sont des illustrations qui sont donc au centre du livre et qui sont mises en couleur par Denis Roussel, que j'ai mentionné, qui est monteur à la base, mais qui est aussi infographiste. Et non seulement il fait les couvertures des Björn, enfin il les a faites, puisque la série est terminée, mais souvent il met en couleur mes images. Il fait ça merveilleusement, aurore boréale. Donc voilà, la vocation de ces images, elle est vraiment de créer une ambiance, de créer un climat. J'ajoute un petit détail, mais qui a son importance, c'est que ce cahier central couleur, ce n'est pas une idée à moi, mais une idée de mon éditrice, Véronique Haïtse, ce qui montre que cette évolution actuelle qui va vers de plus en plus d'illustrations, c'est vraiment un retour en grâce de l'illustration dans le roman pour la jeunesse et même avec quelques petites incursions dans le roman en vieillesse, c'est une idée de mon éditrice. Donc voilà, c'est vraiment les maisons d'édition sont partie prenante de cette évolution. Alors, j'ai parlé des illustrations qui sont des illustrations de scènes, portraits de personnages, de ces illustrations qui sont plus là pour installer un climat, qui éventuellement proposent des images qui n'illustrent pas le texte. Il y a encore un troisième type d'illustrations qui sont celles que j'appelle les illustrations décoratives. Et alors là, je reviens à une réflexion que j'ai eue, et peut-être plutôt à une peur que j'ai pu avoir, et je ne suis pas le seul, au moment de l'arrivée des livres numériques, des e-books. On a été nombreux, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui se sont dit « Aïe, aïe, c'est la fin du livre imprimé, c'est la fin du livre papier », ce qui aurait été dommage. En l'occurrence, on se trompait complètement. À l'école des loisirs, la vente des livres numériques, ça représente 4-5% des ventes, donc c'est très petit. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Et une réponse que j'avais imaginée, c'est de faire des livres qui redeviennent des objets précieux.
en m'inspirant des vieux Jules Verne, etc., mais aussi en me disant, attention, il ne faut pas que ce soit pour autant des livres chers. Il ne s'agit pas d'imprimer sur du papier cher, couverture cartonnée, etc. Non, la même chose, mais simplement avec des petites décorations, des éléments graphiques un peu partout qui contribueraient à donner une plus-value, une valeur à l'objet livre. Alors là, les exemples que j'ai choisis, ce sont ils sont issus d'un livre qui n'est pas encore sorti, qui est mon prochain roman à paraître en mars de l'année prochaine. Mais c'est pour vous donner des petits exemples. Ça, c'est la page de titre. Vous voyez ce cadre. C'est pas moi qui ai mis en page, c'est pas moi qui suis graphiste de ce livre, c'est une graphiste de l'école des loisirs qui s'appelle Laure Chapuis qui fait ça merveilleusement. Elle a mis un de mes dessins au centre de l'image. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce côté décoratif, si vous voulez, qui a vraiment pour vocation, encore une fois, de rendre les livres plus précieux. Frontispice, dans certains de mes livres, il y a je suis repris cette idée du frontispice. Ici, par exemple, toujours c'est dans Les Enfants de Chatham, vous avez à la fin du livre ma bibliographie, et bien voilà un petit élément graphique. Le but est vraiment celui-là, je le répète, d'ajouter une valeur à l'objet livre. Alors, un petit mot sur la littérature générale, parce que j'ai parlé beaucoup de romans pour les ados, c'est mon domaine de prédilection, mais il m'arrive d'écrire un livre pour la vieillesse, et il y en a un, le premier, c'est Le Cercle, et il contient des illustrations. Alors c'est une histoire qui se passe dans les années 30, ce sont tout un groupe d'hommes retraités qui cherchent des cailloux figuratifs, c'est-à-dire ils cherchent dans la nature des cailloux qui représentent quelque chose, un cheval, un chien, que sais-je, et ils font ça très très sérieusement, ils les collectent, ils les répertorient, et ceux qui passent la rampe, ceux qui sont reconnus comme valables par l'ensemble de ce cercle, eh bien on va les ficher, et donc voilà des fiches pseudo-scientifiques qui figurent à la fin du livre. Vous voyez, il y a un numéro d'inventaire, le nom du découvreur, la date, etc. Alors, j'avais voulu aussi mettre des illustrations, des vraies illustrations, enfin, c'est pas qu'elles soient fausses, mais des illustrations de scènes, des portraits, etc. J'en avais fait certaines. Et puis mon éditrice, Anne Leloup, des éditions Esperluette, avait préféré qu'elle ne figure pas. Je ne me souviens plus, j'ai essayé de retrouver son mail pour voir quels étaient ses arguments, mais je n'ai pas retrouvé. Est-ce que c'était, j'aurais pu lui demander, vous allez me dire, mais l'idée m'est venue assez tard, est-ce que c'était parce que ça faisait trop littérature de jeunesse? Je n'en sais rien. Bon, là, je vous montre deux de mes préférées. Peut-être ne sont-elles pas toutes d'une valeur suffisante, j'en sais rien. Je n'ai pas de regret du tout par rapport au fait qu'on les ait supprimés. Mais enfin, l'idée un jour d'illustrer un de mes romans de littérature générale, un de mes romans pour les adultes, ça me plairait beaucoup. Je me souviens par exemple des très belles illustrations que Möbius avait fait en 2003 pour un recueil de Bernard Weber, ça s'appelle toujours L'Arbre des possibles, un recueil de nouvelles fantastiques. Donc voilà, c'est un domaine qui vaut la peine d'être exploré aussi et qui me tenterait beaucoup. Voilà, on en arrive déjà doucement à la conclusion. Je vous ai donc proposé ma vision, mon travail, bien sûr, d'autres illustrateurs, et d'ailleurs cette image le montre bien, peuvent explorer d'autres routes. L'important à dire pour moi, c'est que, et je l'ai déjà dit un peu en introduction, c'est que l'illustration, c'est une discipline en soi, qui mérite vraiment une réflexion spécifique. On ne passe pas, à mon sens, de la bande dessinée ou de l'album pour enfants à l'illustration de romans sans réfléchir à la manière dont on veut agir sur l'imagination du lecteur. Parce que c'est délicat. Et parfois, d'ailleurs, on hésite, on revient sur un choix, parce qu'on n'a pas envie de forcer la main du lecteur ou dans le souci de ne pas forcer son regard, pour dire les choses autrement. Parmi les illustrations de Rumeur, il y avait deux portraits, dont le portrait du protagoniste, un Indien qui s'appelle Tahrir, et qui, suite à une rumeur injuste,
va changer de vie, s'acculturer. Donc on le voit ici évidemment avec un costume occidental. Eh bien, mon éditrice Véronique Aïtse m'avait dit à l'époque: est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaut mieux laisser au lecteur le soin d'imaginer les personnages? Est-ce que ces portraits ne seraient pas trop intrusifs quelque part? Et j'en avais convenu, et c'est pour ça que ces images, que j'aime bien en elles-mêmes, eh bien, on les avait finalement laissées tomber. En fait, le lecteur d'un roman, la lecture d'un roman, c'est quelque chose de très particulier. C'est plus créatif que la lecture d'une bande dessinée ou la vision d'un film, puisque nous devons créer les images mentales. Par l'imagination, on pourrait dire qu'on est véritablement des co-auteurs quand on lit un roman. Et donc c'est quelque chose à quoi il faut penser. Il y a des lecteurs passionnés qui, par exemple, vont refuser de voir une adaptation cinématographique, de peur d'être déçus, mais aussi, ils me le disent souvent, de peur que les images proposées, eh bien, ne viennent effacer, contredire le petit cinéma mental qu'ils se sont fait à la lecture d'un livre aimé. Donc, l'imaginaire visuel éveillé par la lecture d'un texte, eh bien, c'est quelque chose de précieux dont j'ai personnellement le souci qu'il soit préservé. C'est vraiment une des choses qui m'anime dans mon travail d'illustrateur, c'est de conserver une certaine délicatesse, une certaine subtilité pour ne pas écraser l'imaginaire du lecteur. Et je termine sur cette image, c'est la couverture de la dernière édition du Voyage au bout de la nuit, illustrée par Tardy. Vous voyez que la hiérarchie des noms est maintenant tout à fait respectée. Et surtout, c'est un dessin qui, pour moi, possède un caractère suggestif, captivant, qui correspond beaucoup mieux à l'idée que je me fais personnellement, en tout cas, de ce que doit être l'illustration d'un roman. Voilà, merci de m'avoir écouté.